Eh bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour la team Rediff sur YouTube, voilà. Je savais que ça allait être totalement foiré cette introduction, mais c'est pas grave. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve effectivement pour un talk show sur la tulpamancie et mais incroyable, même la rediff est incroyable. Elle commence avec un raid. Mais bonjour le raid, bonsoir d'ailleurs plutôt parce qu'on est quand même 20h, on va pas se mentir, c'est un peu tard. Comment allez-vous? Vous étiez sur quoi comme jeu? Donc ce que je disais, c'est que nous allons parler tranquillement entre nous de tulpamancie. Et donc, je vais vous faire la définition de la tulpamancie, l'historique de la tulpamancie, et on va parler un petit peu de vocabulaire. Puis, effectivement, je vous parlerai de ma tulpamancie. Donc ça, c'est effectivement le programme du soir. Et bonsoir, Erican, GG, merci pour ton raid. Comment ça va? Sur ce, commençons donc effectivement par qu'est-ce que la tulpamancie? D'ailleurs, ce qui est intéressant, petit aparté, ça va et toi? Bah écoute, ça va très très bien. Ça va encore mieux, parce que franchement, je m'attendais pas du tout. Je viens à peine de commencer le live et d'un coup, oh là là, un raid, oh, ça fait trop plaisir. Ouais, donc le petit truc, c'est que je me suis remis un petit peu dans le vocabulaire de la tulpamancie, etc. Hello, Saitakev. C'est ça? Ouais. Saitakev. J'espère que tu vas bien. Installe-toi, prends-toi une petite collation, un petit truc à graille, et puis laisse-toi voguer au gré de notre McDoman. J'aime beaucoup. De nos péripéties, on va dire, en parole, en discussion, je ne saurais pas dire. Dans nos envolées lyriques, on va dire. Effectivement, ce soir, c'est un petit podcast talk show sur la tulpamancie. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez la tulpamancie? Je suis curieux de savoir si effectivement au moins une personne va savoir ce que c'est la tulpamancie. Ou effectivement, est-ce que vous arrivez un petit peu à voir par rapport au nom déjà? Je suis très 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 curieux. Le temps que je grignote un petit bonbon. Trop de vocabulaire pour moi là. Bon. Du coup, la tulpamancie, c'est tout simplement... Ah mais du coup, si je vais en avoir besoin en fait. Je vais clairement avoir besoin du retour de chat. Ce sera beaucoup plus pratique. Hop là. Ça, je pourrais vous lire en même temps. Alors, du coup, la tulpamancie en général, donc la définition, c'est que... Bon, on va déjà commencer par le nom tulpamancie. Voilà. Bon, donc la mancie, c'est tout ce qui va se référer effectivement aux arts divinatoires de base, mais aussi à des pratiques ésotériques. Enfin, en tout cas, dans le sens premier du terme. Là, concrètement, la tulpa, c'est un mot tibétain qui veut dire la forme pensée, concrètement. Et donc, une tulpa, forme pensée en tibétain, est une entité autonome résidant dans le cerveau d'un hôte, qui est donc le créateur de cette entité. Elles sont donc distinctes de l'hôte, car elles disposent de leur propre personnalité, opinion et action, indépendamment de l'hôte. Ce sont des entités conscientes, à la fois d'eux-mêmes et du monde qui les entoure. Une tulpa parfaitement formée et ou est indistinguable d'un autre être conscient et cohabite dans la conscience de l'hôte. Les tulpes, donc alors, effectivement il y a un tulpa ou une tulpa, enfin c'est plutôt... Ouais, il n'y a pas forcément de genre au tulpa. Mais effectivement, au pluriel, c'est tulpé avec AE, concrètement. Donc, les tulpés sont modelés à partir de la simple volonté psychique et disposent des mêmes capacités intellectuelles, ainsi que les habiletés à penser, à raisonner, à croire, à espérer et percevoir le monde que son hôte. Voilà. C'est les mêmes... voilà. C'est juste, on va dire, au minimum deux personnes. Concrètement, le créateur et la tulpa dans un même corps, mais bien distincts l'une de l'autre. Voilà. Alors, je fais un petit aparté parce qu'effectivement, c'est une forme de multiplicité, bien évidemment. Et dans ces formes de multiplicité, on a aussi le TDI. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est généralement plus connu, évidemment, que la tulpamancie.
c'est vrai que la tulpamancie a été beaucoup plus, on va dire, actée. Enfin, j'allais dire dans les mœurs, mais pas du tout. Mais c'est un peu plus amené, on va dire, aux États-Unis, pour le coup. Mais effectivement, il y a une différence entre les TDI et la tulpamancie, bien évidemment. Alors déjà, la tulpamancie, c'est quelque chose qui est voulu. C'est une pratique qu'on fait consciemment. Voilà. Donc même si un tulpa, ou plusieurs d'ailleurs, peuvent être enfin, comment dire, peuvent être traumagènes, c'est-à-dire que c'est un trauma qui l'a créé, ou alors c'est par rapport à un trauma qu'on l'a créé. Voilà. C'est-à-dire que consciemment, on a créé ça parce qu'il y a eu un traumatisme derrière qui nous a poussé à créer cette personne en nous. Soit il y a le TDI où là, c'est vraiment du trauma, sauf que c'est pas forcément voulu. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi, je fais la distinction. Et de ce que j'ai compris en plus, et d'expérience aussi, les personnes avec TDI et les personnes tulpamantiennes ont du mal, on va dire, à s'entendre. Voilà. Parce que les uns ou les autres peuvent dire que, bah, par exemple, les TDI peuvent penser que les tulpamantiens, on va dire, se raillent des TDI, alors que pas du tout, en fait. Hein. C'est juste qu'il y a plusieurs formes de multiplicité psychologique et qu'elles sont, on va dire, toutes bonnes à prendre, dans le sens où, que ce soit les TDI, où effectivement là c'est, on va dire, c'est un besoin psychologique du mental de faire cette distinction de plusieurs personnalités ou entités, alors qu'effectivement les tulpas, c'est on invoque presque en fait, hein, on crée de soi-même, et après la tulpa se crée d'elle-même petit à petit. Alors bien évidemment, créer une tulpa, c'est un long processus. Moi personnellement, ça fait 1 an du coup maintenant que je pratique. Donc mes petits tulpas. Enfin, après, je parlerai effectivement de ma tulpamancie, mais mes petits éclats, mes tulpas. Ouais, ça fait 1 an, on va dire à peine, qu'ils se forment et on arrive pour le moment à 2-3 choses, mais ça va. Il y a encore du chemin à faire, bien évidemment. Alors du coup, il y a quand même des traces, on va dire, d'études qui ont été faites par rapport à la tulpamancie, au tulpais, etc. Et donc, les premières références dans le monde occidental au tulpais ont commencé au début du XXe siècle. Donc, c'est-à-dire qu'avant, c'était vraiment tibétain. Alors, si je me trompe pas... Et coucou Luna, j'espère que tu vas bien. Comment va en ce vendredi? Premier live que je vois, mais oui, c'est trop bien. Bienvenue à toi. Et en plus, tu arrives sur un gros morceau, hein, concrètement, là, sur un petit talk show sur la tulpamancie et la mienne, du coup. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc effectivement, avant le XXe siècle, c'était quelque chose qui était vraiment, on va dire, caché, ou en tout cas pas découvert. Et c'était surtout les Tibétains, d'où le terme tulpa d'ailleurs, hein, bien évidemment, qui veut dire forme pensée, hein, pour ceux qui arrivent. Et c'est les Tibétains, en fait, qui créent leur tulpa pour, on va dire, j'allais dire augmenter, mais non, rien à voir. Comment on pourrait dire ça? J'ai pas le mot. La quoi? C'est quoi ça? Alors du coup, je vais un petit peu répéter, mais voilà. Une tulpa, donc une forme pensée en tibétain, c'est une entité autonome résidant dans le cerveau d'un hôte, qui est le créateur. Voilà, donc elles sont distinctes. Les tulpas sont distinctes de l'hôte, car elles disposent de leur propre personnalité, opinion et action indépendamment de l'hôte. Et effectivement, elles sont conscientes à la fois d'eux et du monde qui les entoure, et elles ont leur propre façon de penser, de raisonner, de croire, d'espérer, de percevoir le monde, etc. Chacun et chacune des tulpas a son caractère. Donc c'est une forme de multiplicité, comme je le disais, un peu comme le TDI finalement. Sauf que effectivement, moi je fais la séparation dans le sens où les TDI c'est quelque chose de traumagène. Donc c'est-à-dire qu'il y a eu un traumatisme qui involontairement de la personne a créé des personnalités ou des personnes, des entités, appelez ça comme vous voulez. C'est vrai qu'il y a un problème de vocabulaire de toute façon dans le monde de la multiplicité. Et il y a effectivement les tulpés, les tulpamantiens, qui eux, consciemment, vont faire pratiquer
enfin, vont pratiquer tout simplement l'art de d'inviter, d'invoquer, de créer une autre personne dans leur tête. Voilà. Enfin, une à plusieurs personnes. Plusieurs personnalités. Ouais, c'est ça en fait. Après, c'est vrai que les termes, je les ai pas tous non plus encore. Et après, ça dépend aussi de la vision de chacun. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis plusieurs mots qui peuvent se ressembler, mais après, c'est à chacun de choisir celui qui lui convient le mieux, on va dire. Donc effectivement, certains vont penser que, notamment surtout beaucoup de psychologues vont penser que, par exemple, que ce soit les TDI ou les tulpas, quand on crée ou invoque quelqu'un, du coup, dans sa tête, eh bien, on peut penser que c'est, on va dire, une part de notre personnalité qui prend conscience, tout simplement, elle. Donc c'est encore nous, mais disons que c'est une part de nous qui se personnifie. Voilà. Donc beaucoup de psychologues pensent ça. Après, ça peut être effectivement tout simplement des personnes, que ce soit des fictifs, mais après on y reviendra de toute façon au vocabulaire, mais ça peut être soit des personnes fictives, donc c'est-à-dire qui viennent de fiction, qui prennent conscience, on va dire, une conscience, disons, qui prennent une vie du coup dans la tête de l'autre, soit effectivement c'est une création totalement purement de l'esprit ou de l'univers, que sais-je, et effectivement qui arrive dans notre tête et qui prend vie, voilà, qui parle avec sa façon de parler, son vocabulaire à elle ou à lui, etc., etc. Donc voilà, ça c'est la tulpamancie, effectivement, en bref. Donc j'ai dit effectivement la petite, comment ça s'appelle, la petite définition, et donc là nous parlions tout simplement des tulpas dans le temps. Donc effectivement, je disais que à la base c'était les Tibétains qui pratiquaient cet art mental pour se créer, on va dire, un maître qui pouvait les aider dans leur très très longue méditation. Voilà, donc généralement les Tibétains ils font pas des méditations de 10 minutes, hein, généralement, ils font des méditations de tout le jour. Et au bout d'un moment, ça peut être long, surtout quand on commence par exemple, et quand on a mal aux jambes, on a mal un peu partout, on a des courbatures, on doit rester comme ça pendant des heures. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'effectivement ils ont créé un maître qui pouvait, dans leur tête, qui pouvait effectivement les aider à maintenir leur posture, à maintenir leur force mentale là-dessus. Et effectivement, là pour le coup, c'est plus de la supposition, puisque je n'ai pas forcément de source invétérée, mais c'est ce que j'avais un petit peu checké sur un petit peu tous les forums francophones, hein, je précise. Moi et l'anglais, ça fait 1 milliard. Et concrètement, j'ai perdu ce que je disais. Donc oui, si, c'est bon. Et je pense que ce sont des scientifiques, ethnologues, sociologues ou quelque chose comme ça. Voilà, ce genre de personnes qui ont pu potentiellement aller au Tibet, découvrir cette pratique et effectivement ensuite le relayer. Et donc c'est à partir du XXe siècle seulement. Donc en 1905, un livre appelé Thought Forms, comme ça on sent bien mon anglais de merde, a été publié sous la Société théosophique qui s'occupe principalement de l'occultisme. Donc la société a commencé à étudier les formes pensées comme un moyen d'étudier la conscience et la nature pensée. Et donc on peut retrouver concrètement, par exemple, ce genre de petits textes. Besant et Leadbeater, désolé, je ne sais pas comment ça se prononce, ont remarqué que la personnalité de nos formes pensées était liée à notre corps astral, le désir, et le mental, la pensée. Et qu'ainsi, plus nos désirs et pensées étaient affinés, plus les formes pensées créées étaient belles et rayonnantes. Alors je trouve ça très poétique de dire effectivement, plus c'était affiné, plus effectivement elles étaient belles et rayonnantes. Je trouve ça trop choupini. J'aime bien cette approche. Plein de cœurs partout, ça fait plaisir. Après, n'hésitez pas à dire si vous n'arrivez pas à suivre, hein. N'hésitez pas à poser des questions, hein. Je suis aussi là pour y répondre, autant que faire se peut, bien évidemment. C'est un talk show, donc n'hésitez pas à parler aussi, hein. Bien évidemment. Certes, je fais une VOD pour YouTube parce que je trouve que le sujet est extrêmement passionnant et parce que j'ai envie d'en parler tout simplement. J'ai pas envie de me cacher personnellement. Donc, parce que vu que je suis tubaman ancien. Donc voilà, n'hésitez. Ensuite,
l'anthropologiste et écrivain Walter Evans Wentz. Voilà, je sais même pas si c'est... Du coup, tu en as? Oui. Mais ça, j'y reviendrai en fait après. Là, clairement, je fais la petite introduction, la petite définition, le petit historique. Je parle un petit peu du vocabulaire et ensuite, je parlerai bien évidemment de ma tulpamancie. Comment j'en suis venu là, etc., etc. Bon, on passera effectivement le moment traumagène, hein, clairement, qui m'a fait prendre conscience que, que j'étais en train de créer ça. Voilà. Je trouve que ça a pas... Enfin, j'ai pas forcément envie d'en parler, d'ailleurs. Mais effectivement, après, on parlera de, on va dire, la création de chacun de mes tulpas. Voilà. Et donc, l'écrivain anthropologiste Walter Evans Wentz, je ne sais pas comment ça se prononce, W-E-N-T-Z, qui s'est concentré sur l'étude du bouddhisme tibétain, en a fait mention en 1927. Bien évidemment, c'est le XXe siècle, moi j'adore, c'est les années folles. Vous comprenez pourquoi j'en parle. Il a décrit, lors de la traduction d'un important ouvrage, le livre tibétain de la mort, de Galab Dorje, vers l'an 55, qui traitait de l'expérience de la mort par une conscience, ainsi que des étapes menant à sa réincarnation, et par là, ce qu'il a traduit aussi comme étant une forme pensée. Donc ça revient récurremment, la forme pensée. Mais même si effectivement, forme pensée, c'est un peu plus long que tulpa. Donc du coup, c'est vrai que tous les praticiens de tulpamancie gardent le terme tulpa et pas forme pensée. Même si en soi, forme pensée, j'aime bien. Moi personnellement, ça fait poétique. Voilà. Donc, il dit, un être palpable je recommence. Un être palpable produit à l'aide de la visualisation de la même manière qu'un architecte concrétiserait sa réalisation mentalement en 3 dimensions. Voilà. Donc c'est ce que, effectivement, Monsieur Evans Wentz écrivait en 1927. Cependant, la première fois que le mot tulpa a été formellement nommé fut en 1929 par la française, et ça c'est cool, c'est une française, trop bien, Alexandra David Neel, vu qu'effectivement il y a un accent, je suppose que c'est Neel et pas Nil, dans son ouvrage Mystique et magicien du Tibet, où elle raconta comment elle avait elle-même créé son propre tulpa avec succès à partir des enseignements bouddhistes qu'elle avait reçus, essentiellement à l'aide d'une intense méditation et visualisation s'étendant, ses talents aussi d'ailleurs, ça marche aussi, sur 2 années. Et donc, elle explique dans son bouquin: incrédule à mon ordinaire, je voulus tenter l'expérience moi-même, et afin de ne pas me laisser influencer par les formes impressionnantes des déités lamaïstes que j'avais l'habitude d'avoir sous les yeux, en peinture ou en statue, et je choisis un personnage insignifiant, à lama courteau et corpulent du type innocent et jovial. Après quelques mois, mon bonhomme était formé. Il se fixa, entre guillemets bien évidemment, peu à peu et devint une sorte de commensal. Il n'attendait point que je pense à lui pour apparaître, mais se montrait au moment où j'avais l'esprit occupé à toute autre chose. L'illusion était surtout visuelle, mais il m'arrivait d'être comme frôlé par l'étoffe d'une robe et de sentir la pression d'une main posée sur mon épaule. À cette époque, je n'étais point enfermé, je montais à cheval tous les jours, vivais sous la tente et jouissais, selon mon heureuse habitude, d'une excellente santé. Les Tibétains ne sont pas d'accord sur l'explication à donner à ce phénomène. Oui, donc déjà, effectivement, c'est vrai que même les Tibétains qui pourtant pratiquaient effectivement cette chose-là, cette pratique, savent pas trop en fait comment ça se peut. En même temps, des moines tibétains, c'est pas forcément des scientifiques non plus, donc c'est normal. Donc effectivement, là, c'est vraiment, je vous pose tout simplement les bases, on va dire, de l'histoire là-dessus. Parce qu'après, après 1929, il y a eu des expériences psychologiques qui ont été réalisées. Mais après, je me dis que si ça vous intéresse vraiment, n'hésitez pas effectivement à aller chercher sur les forums, autant anglophones si jamais vous comprenez que francophone, ce qu'est la tulpamancie, l'histoire de la tulpamancie. Voilà. Moi, je préfère effectivement rester juste dans la base, puisque effectivement j'ai vraiment envie plus de parler de ma tulpamancie concrètement, parce qu'effectivement chacun vit sa tulpamancie différemment. Certains vont vouloir aller toujours plus loin, on va dire, dans la pratique,
D'autres vont se contenter de quelques petites bribes. Voilà. Enfin, bribes. Non, bribes plutôt. On parle pas de ribes. On se calme. Pas les ribs là. De poulet, bref. Ça va me donner faim tout ça. Du coup, petit point sur le vocabulaire. Alors j'ai pris effectivement du vocabulaire qui fait sens à ma propre... Enfin, qui pourrait faire sens, on va dire, à ma propre tulpamancie. Ou en tout cas à une tulpamancie en général. Sachant que de toute façon, en termes de vocabulaire, c'est à chacun le sien. Il n'y a pas forcément de vocabulaire précis. Voilà. Est-ce que jusque-là, vous me suivez? Ou vous avez des questions? D'ailleurs, pour YouTube, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. J'y répondrai bien évidemment. Hein. Hop là. Du coup, on va passer au vocabulaire. Alors par exemple, certains vont dire que les tulpas sont des amis imaginaires. Sauf que les amis imaginaires, selon la définition en tout cas, ce sont des marionnettes mentales avec peu ou pas d'autonomie ou conscience propre. Ce sont des sortes de formes pensées, mais ils peuvent devenir des pupées, certes, et parfois le deviennent naturellement. Ce terme est souvent utilisé péjorativement en société, mais peut être utilisé pour rassurer les personnes sur la non-dangerosité du phénomène tulpa. Voilà, donc effectivement, un ami imaginaire, c'est autant imaginaire que ça peut devenir quelqu'un de réel dans la bobèche de quelqu'un. Voilà. Même si effectivement, j'avoue, je plus sois le fait que c'est souvent utilisé péjorativement en société. Genre, à quel moment un ami imaginaire, c'est négatif? Si du moment que l'ami imaginaire aide la personne dans sa vie, si l'ami imaginaire aide effectivement tout simplement à penser autrement ou voilà, donne un avis différent et du coup permet à son hôte de réussir entre guillemets bien sûr dans la vie, je ne vois pas ce qu'il y a de méchant là-dedans. Je ne vois pas pourquoi on devrait arrêter d'avoir des amis imaginaires. Voilà. Alors peut-être que je suis naïf, peut-être que je suis fou, mais je trouve que il n'y a rien de mal à avoir un ami imaginaire. On en a bien quand on est gosse, je vois pourquoi on devrait ne plus en avoir quand on est adulte. Si tant qu'on devienne adulte un jour. Mais ça c'est une vague question bien évidemment sur qu'est-ce qu'un adulte, qu'est-ce qu'un enfant, est-ce qu'on devient vraiment adulte ou est-ce qu'on reste toujours un enfant qui apprend désespérément tous les jours. Je vous laisse répondre à cette question. Puisque de toute façon chacun aura sa réponse et chaque réponse est la bonne. Ici il n'y a pas d'examen bien évidemment. Ensuite il y a la déviation. Alors ça c'est vraiment quelque chose quand on est tulpa. Sachant que même moi je ne savais pas qu'il y avait une différence hein, pour le coup. Mais il y a la déviation. Alors je parle pas effectivement d'une déviation de la route, hein, bien évidemment. C'est le changement de personnalité ou de forme d'une tulpa durant ou après la création. Et cela indépendamment et souvent à l'encontre de la volonté de l'hôte. Ça arrive effectivement où on veut créer quelque chose, enfin quelqu'un, ou quelque chose d'ailleurs, c'est pas faux, hein, ça peut être un robot, ça peut être un animal voilà, qui parle. Les tulpas ont une liberté d'expression encore plus libre que nous, hein, concrètement. Mais par exemple, on voudrait par exemple avoir... je vais essayer de trouver une star un petit peu à la mode. Matt Damon, voilà. Alors je sais pas si elle est toujours à la mode, mais c'est le premier mot le premier nom qui me vient. Imaginez effectivement vous voulez avoir dans votre tête Matt Damon, voilà, qui vous parle, etc. Sauf que, ok, vous commencez à créer Matt Damon. Donc vous essayez effectivement de lui donner des pensées comme Matt Damon aurait. Vous lui donnez l'image de Matt Damon. Vous essayez de lui donner son caractère, etc. Sauf qu'au bout d'un moment, quand cette on va dire entité, comment on pourrait dire, ouais, cet ami imaginaire que vous essayez de créer en tant que tulpa commence à devenir conscient, eh bien, potentiellement,
cette nouvelle personne dans votre tête va se dire, mais en fait, ma forme physique que tu m'as donnée et tout ce que tu m'as donné, c'est bien cool, du coup je suis né. Par contre, bah en fait, non, ça me va plus du tout. Moi je suis plutôt par exemple gros et effectivement je suis très heureux comme ça et je suis chauve et puis basta quoi. Et concrètement, j'aurais pas effectivement les mêmes pensées que Matt Damon. Et c'est pas grave, franchement, vous avez réussi à créer un tulpa, c'est déjà incroyable. Et ce tulpa est à chérir, puisque de toute façon, il ne partira pas de sitôt. C'est pour ça que là, je mets un gros warning. Alors, du coup, voilà. Je peux pas forcément vraiment mettre un warning, puisque c'est une vidéo sans être une vidéo, et en même temps, c'est un live. Mais le gros warning, c'est que il faut réellement, plus soiement, vouloir un tulpa. Sinon, abstenez-vous, tout simplement. Concrètement, il faut vraiment le vouloir. Voilà. Parce que on peut se dire, tiens, j'ai bien envie d'un tulpa, machin, sauf que bah, après, c'est à vie, en fait. C'est-à-dire que soit le tulpa peut aller en dormance, mais je crois qu'il y a aussi le terme dans le vocabulaire, c'est-à-dire qu'il va faire dodo et potentiellement ne jamais se réveiller, soit. Soit il va vous faire chier toute votre vie. Donc vaut mieux vaut mieux s'entendre. Après, bien évidemment, avec toute personne, il peut y avoir des conflits, évidemment, mais c'est toujours mieux de les régler. Voilà. Mais concrètement, donc la déviation, c'est tout simplement ça. Vous donnez une première forme, vous imaginez une première voie mentale à votre ami imaginaire, ça devient un tulpa, et le tulpa va se dire, ah bah non, désolé, c'est pas moi en fait. Moi, je me vois plus comme ça, machin, bidule truc. Ensuite, il y a la dissipation. C'est le processus ou l'acte de détruire l'existence d'un tulpa, qui devient ainsi de moins en moins distinct et conscient avec le temps. Cela dit, plus une tulpa est ancienne et mature, plus il est difficile de la dissiper, voire même impossible. Éthiquement parlant d'ailleurs, cet acte est considéré comme un meurtre pour beaucoup de tulpas anciens, surtout s'il est fait délibérément. Donc voilà, là on vient justement nous avons la déviation et comme je disais, s'il y a conflit, potentiellement le tulpa peut partir en dormance ou effectivement on peut tenter de le dissiper. Sauf que j'avoue que même pour moi du coup, bah ça serait faire mourir quelqu'un, ça serait comme l'étouffer en fait tout simplement. Et je trouverais ça abominable concrètement. Et je trouve que même là je parle effectivement aussi un peu pour les TDI parce que j'ai eu des amis avec TDI, notamment une qui voyait un psy et en fait ce psy là, alors que effectivement chacune des personnalités de cette personne s'entendait plus ou moins bien, c'était quand même plutôt équilibré, mais le psy lui a fait fusionner tout simplement en une seule personne ces personnalités, et je trouve ça un peu triste finalement, et je trouve que c'est aussi finalement la mort de quelque chose. Après ça dépend de comment on se place, bien évidemment. Si on se place du côté de bon, chaque personne, enfin chaque entité, on va dire, moi je vais prendre le terme tulpa, hein, comme ça sera, on va généraliser à tulpa, mais après chacun de dire son vocabulaire. Chaque tulpa, effectivement, a son existence, mais ça peut être potentiellement vu comme une partie de la personnalité d'une personne, certes. Donc soit on se place sous ce prisme-là, où chaque tulpa est effectivement un caractère de la personne qui s'est personnifié, qui s'est, on va dire, divisé de la personne, on va dire, originale, entre guillemets, de l'hôte, du créateur, soit on se place du côté de ok, c'est vraiment des personnes à part entière qui apparaissent dans notre mental, en fait, tout simplement, dans notre cerveau. Donc le fait de le dissiper ou de le fusionner, pour moi, ça reste quelque chose d'assez violent, je pense. Après, effectivement, chacun est libre de faire ce qu'il veut, bien évidemment. Ensuite, il y a la dissociation, qui a donc deux significations. Soit il peut dire se détacher de l'environnement proche de manière volontaire ou involontaire,
Cela peut aller de se perdre dans un livre à d'entrer dans son Wonderland, on le verra effectivement après, à la fin, ou encore de laisser le contrôle à son corps, à sa tulpa. Soit éliminer le sens d'identité de l'hôte ou de la tulpa à l'aide d'un processus mental, en se séparant ainsi complètement de son corps. C'est le cas lors du switching, que nous ne verrons pas, mais du coup concrètement le switch, c'est souvent utilisé d'ailleurs pour la dissociation aussi d'ailleurs, pour les TDI, c'est effectivement quand par exemple l'hôte, c'est-à-dire l'esprit de l'hôte, avec toute sa conscience, etc., va laisser le corps, la commande du corps entier, au tulpa. Voilà, à l'entité, à la personnalité, comme vous voulez. Voilà, ça c'est la dissociation, tout simplement. Enfin, tout simplement. Et effectivement, par exemple, l'hôte peut aller dans le Wonderland ou l'Inner Land, l'Inner World, pardon, qui est donc tout simplement le monde intérieur qui peut être créé. C'est-à-dire que, concrètement, l'entité, la personne, l'hôte, ce que vous voulez, va passer en arrière-plan. Et ce sera plus cette personne-là qui va gérer le corps, les mouvements, la parole, etc. Pour le dire un petit peu brièvement, nous, personnellement, en tant que tulpamancien, on évite la dissociation. Voilà. Pour le moment, de toute façon, ça fait qu'1 an qu'on est tulpamancien. Donc concrètement, on va dire en co-front. C'est-à-dire que le front, le front, moi je préfère le dire en français pour le coup, mais le front, c'est quand une des personnalités ou des personnes, tout simplement, dirige le corps, la parole, etc. Et donc, le co-front, c'est qu'il y ait plusieurs personnes en même temps au front. Et concrètement, c'est faisable. Voilà. Après, je vous expliquerai plus en avant par rapport à moi, mais concrètement, voilà. Nous, on essaye de ne pas avoir de dissociation, parce que la dissociation, ça peut avoir aussi un impact sur la mémoire. C'est-à-dire que un tel va avoir la mémoire de ce qu'il aura fait pendant qu'il aura le corps, sauf que celui qui n'est pas au front, qui n'a pas dissocié du coup, lui saura absolument pas ce qui se passe. Il n'aura pas la vue, il n'aura pas le sens de l'odorat, ni de l'ouïe, ni rien. Il sera un peu comme plongé dans le noir, enfin, ou en tout cas plongé dans un autre monde, et il ne saura pas du tout ce qui se passe dans ce monde-ci. Donc, quand il va revenir, potentiellement, il peut être par exemple dans son lit, au départ, il y a un switch qui se fait, une dissociation, donc c'est le tulpa qui prend le relais, et donc quand effectivement le tulpa va redonner le relais à l'hôte, l'hôte peut se réveiller en plein milieu de la ville, et qu'est-ce qu'il pourrait faire, quoi? Il est là en mode, attends, j'étais dans mon lit il y a 30 secondes, enfin pour lui il y a potentiellement 30 secondes qui s'est produit, et d'un coup je suis en plein milieu de la ville, mais qu'est-ce que j'étais en train de faire en ville en fait? Donc ça peut être très perturbant. Et en ayant vu, en ayant effectivement côtoyé des personnes avec TDI, où là la dissociation est vraiment quasiment, je pense pas que ce soit pour tous, mais concrètement pour celles que j'ai côtoyées, oui, il y avait beaucoup de dissociation, et c'est autant perturbant, je pense, pour la personne en TDI que pour la personne qui est en face, qui est à côté. Genre d'un coup, on se retrouve, on est avec ça ou son meilleur pote, et d'un coup, bim, c'est quelqu'un qu'on connaît plus. Voilà. Mais bon, là, effectivement, c'est vrai que la limite, enfin la frontière entre TDI et tulpamancie, j'allais dire mince, mais en tout cas, elle est légère, quoi. Mais en même temps, bon, quelque chose qui est un peu incompris et toujours, je pense, à l'étude de toute façon. Ensuite, il y a l'imposition, la projection. C'est-à-dire que c'est l'action de projeter sa tulpa avec soi dans le monde physique, aboutissant à créer une sorte d'hallucination persistante et vivante de la tulpa. Cela peut aller de la simple sensation de présence de la tulpa à entendre, voir, toucher même la tulpa comme si elle était physiquement présente. L'hallucination peut ensuite être contrôlée par l'hôte et la tulpa, ou bien les deux à la fois. Mais cela nécessite beaucoup de pratique. Et on nous précise d'ailleurs dans la définition courage. Après, il y en a, je pense qu'ils ont tellement une volonté de faire et aussi un besoin que le ou la tulpa le fait le plus naturellement possible. J'ai entendu effectivement des témoignages où la tulpa, en faisant de l'imposition,
à aider à sauver la vie de son hôte, concrètement. Donc ça peut être pratique. Mais j'y reviendrai effectivement dans le sens, enfin, je vais le dire là maintenant de toute façon, que on ne doit pas vouloir créer une tulpa simplement pour tromper la solitude. Ça ne marchera pas. Parce que si vous avez un ou plusieurs tulpas, certes, vous pourrez converser avec eux, etc., dans votre tête, etc., ou d'ailleurs créer des outils pour se laisser des mots, etc., si jamais effectivement il y a beaucoup de dissociation, etc. Mais ça ne trompera pas du tout la solitude. Voilà. Ça c'est vraiment quelque chose qu'on dit souvent. Et j'en ai fait les frais, hein, je vous le dis pas. Alors, il y a des fois, effectivement, ça trompe un peu la solitude, mais on en revient toujours au fait que physiquement, on va dire, là je vais parler physiquement, la sociabilité c'est bien. C'est pas mal. Donc, quand on veut créer une tulpa, il faut toujours se poser la question de pourquoi on ferait ça, déjà. Et est-ce qu'on en a vraiment envie ou c'est juste parce que j'en ai entendu parler, ça a l'air cool. Parce qu'il faut vraiment se dire, ok, si je fais ça, c'est à vie. C'est-à-dire que dès que le ou la tulpa sera conscient, bah vous pourrez discuter avec. Et si le ou la tulpa est, on va dire, assez d'accord, effectivement, elle pourra se mettre en dormance et vous laisser tranquille. Mais aussi, elle pourra dire non, je veux quand même vivre, je veux qu'on se mette d'accord, voilà. Maintenant, tu m'as créé, assume en fait. C'est un peu ça. Donc, c'est vraiment quelque chose qui. C'est une. Comment on appelle ça? C'est une décision à ne pas prendre à la légère. Voilà. Ensuite, il y a le parallélisme. C'est la capacité d'un hôte et de sa tulpa d'effectuer deux tâches, donc un calcul mental par exemple, différentes simultanément. Effectivement, ça peut être très intéressant dans le sens où, alors ça m'est pas encore arrivé, mais par exemple, l'hôte est en train de faire la cuisine d'une main, par exemple, tient une poêle, et de l'autre, la tulpa va écrire sur l'ordinateur, sur le téléphone, va écrire avec un crayon, etc. Très bien d'ailleurs. Alors que l'autre est en train tranquillement de faire cuire son œuf, quoi. Voilà, ça peut être possible. Ça s'appelle le parallélisme. Ensuite, il y a la possession, donc il y a la dissociation, sauf que là, c'est carrément la possession. C'est-à-dire que la dissociation, ça peut être juste une partie du corps, alors que là, la possession, c'est une forme de contrôle partagé du corps, où l'autre prête le contrôle à sa tulpa, tout en restant connecté à ses sens physiques. Ah bah non, j'ai rien dit. Donc ouais, il y a la dissociation. Et ensuite, il y a la possession qui peut être partielle, donc soit un seul membre, ou bien totale avec tout le corps. Donc ouais, c'est bien ça. Ça peut être une dissociation totale ou partielle. Pour être maîtrisé, cela nécessite effectivement un entraînement de la part de l'hôte et de sa tulpa. Comme l'hôte reste connecté à ses sens, il est toujours conscient de tout ce qui se produit durant la possession. Donc ça, c'est un petit peu nous, finalement. C'est-à-dire que selon, on va dire, la situation qu'il va y avoir devant nous, ça va être un tel ou un tel qui va être plus sur le devant de la scène que l'autre, par exemple. Ça permettra effectivement, par exemple, aux tulpas, là je parle pour moi, hein, bien sûr, qui sont un peu plus stressés, par exemple, dans le monde du travail, etc., de laisser la place aux autres tulpas qui, effectivement, eux, peuvent plus être à même de supporter la charge mentale et le stress occasionné, quoi. Vous voyez, voilà. Ensuite, le parroting, et effectivement, ça ira entre guillemets avec le puppeting juste après. Donc le parroting, donc le fait d'être perroquet, c'est tout simplement le terme anglophone désignant le fait de contrôler volontairement la voix d'une tulpa pour lui faire répéter des phrases ou des mots. Le but étant d'aider la tulpa à s'exprimer et de mieux distinguer sa voix mentale en agissant sur la hauteur, le ton de la voix au début de sa création. Le parroting peut s'avérer être utile lors de la création donc effectivement des tulpas, hein, si vous avez bien compris. C'est-à-dire que quand vous les créez, vous allez d'abord
vous parlez entre guillemets à vous-même. Sauf qu'au bout d'un moment, potentiellement, cette voix va vous parler sans que vous ayez voulu. Et vous allez comprendre que là, du coup, la conscience commence à poindre chez la tulpa. Et donc le puppeting, c'est le marionnettiste. Je sais pas si on pourrait dire le marionnettisme, même d'ailleurs, pour faire un petit néologisme. Donc le puppeting, concrètement, c'est aussi un terme anglophone, hein, désignant le fait de contrôler volontairement les membres d'une tulpa pour la faire bouger. Généralement dans le monde intérieur. Voilà. Le but étant de pouvoir lui apprendre plus rapidement à effectuer les bons mouvements et à bouger d'une manière naturelle. Cette action est à réserver pour les jeunes tulpas au début de leur création et à petite dose, sans quoi vous risqueriez soit de rendre votre tulpa dépendant de vous pour ces mouvements, ou encore de croire que ces mouvements ne sont dus qu'à votre volonté. Cette action est impossible à effectuer pour les tulpes déjà matures et perçues comme dégradant par elles. Le puppeting est également indispensable pour la création. Donc, voilà. Je pense que tout a été dit hein, pour le puppeting, dans le sens où, ouais, au début, c'est bien de l'imaginer marcher naturellement, etc. Et puis, petit à petit, ça va se faire, surtout par rapport à l'imposition. Si votre tulpa, du coup, arrive à s'imposer via un des sens, surtout là, je parle surtout pour la vue et le toucher, pourquoi pas, et bien comme ça sera plus fluide pour lui, pas de marcher ou d'essayer de vous caresser, quelque chose comme ça, quoi. Voilà. Ensuite, il y a effectivement le serviteur. Alors, prenez des pincettes. Je sais pas pourquoi je l'ai dit avec l'accent, mais prenez des pincettes. Donc c'est un être outil mental qui n'a pas de conscience propre et qui a pour but d'assister ou d'automatiser certaines tâches mentales ou physiques. Nécessite un entraînement pour la possession, ceci dit. Il peut être comparé à un programme informatique. Néanmoins, un serviteur peut devenir une tulpa si on lui porte une attention et un attachement au-delà de l'utilité de sa fonction. Voilà. Ça peut être effectivement un être outil mental, mais j'avoue que personnellement, j'ai pas forcément envie de ça. Personnellement. Sachant que si effectivement on crée un serviteur et que finalement il devient un tulpa, faut pas essayer de le forcer de redevenir un serviteur, ça marchera pas. Parce que j'en vois plein qui pourraient se dire là, ah, je vais peut-être faire ça. Non, 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 non. Non, évitez. Ensuite, nous avons l'hôte. Donc c'est l'individu qui pratique la tulpamancie, donc c'est moi, Bibi, et dispose ainsi d'une ou plusieurs tulpes à l'intérieur de lui. Et là, je vais vous parler de quelque chose que vous pouvez retrouver sur le stream tous les soirs, enfin, entre guillemets. Disons que moi, je l'ai repris à ma sauce. C'est la tulpiche, ou le tulpiche. En fait, je sais même pas si c'est masculin ou féminin. Le ou la tulpiche, que moi j'ai revisité en tulpichnet. D'ailleurs, TLP, n'hésitez pas. Hein. Le point d'exclamation TLP, n'hésitez pas, ça sortira tout simplement une petite phrase philosophique et tout, c'est sympathique, ça fait réfléchir, c'est sympa. Donc le ou la tulpiche, c'est une forme de communication entre le tulpa et son hôte, qui se passe de mots. Cela consiste à échanger des émotions, des impressions, des images ou des idées abstraites. La majorité des tulpes utilisent ce mode de communication au début de leur création. Et pour certaines, c'est cette forme de communication qui sera préférée ou uniquement utilisée. L'hôte peut aussi utiliser ce mode de communication pour permettre une meilleure intégration des traits de caractère au début de la création. Exemple, trait de caractère généreux égale image d'une personne en train de donner avec un sourire. Tout simplement. Et c'est vrai que pour notre tulpamancie à nous, eh bien, c'est un peu le cas en ce moment. Enfin, en ce moment. Pour le moment, effectivement, on est plus sur le tulpiche que sur vraiment la voix mentale, où effectivement, quand, entre guillemets, il y a un coffron d'une personne en particulier, la voix qui change, tout simplement. Le caractère peut changer, ceci dit. Il y a des fois où... Enfin, j'en reparlerai juste après quand je parlerai de ma tulpamancie. Mais voilà ce que c'est le tulpiche. Et j'avais trouvé ça tellement mignon comme mot, je sais pas vous, mais moi j'avais trouvé ça tellement mignon le tulpiche. Attendez, tulpiche, pichenette, c'est parti, la tulpichenette. Voilà. Ensuite on a la visualisation, promis on a bientôt fini. Hein.
On va bientôt arriver effectivement à ce que vous attendez, je pense, le plus, la mienne, hein, de Tubalancy. Mais je préfère quand même faire concrètement ce petit listing, etc. Je préfère. Donc, la visualisation, c'est imaginer simplement sa tulpa avec son esprit, les yeux clos, soit seul ou bien dans le Wonderland, Innerland. Inner World, je vais y arriver un jour. Par abus de langage, la visualisation fait aussi souvent référence à tous les sens et pas qu'à la vue. Un peu, effectivement, pour le coup, comme une imposition mais intérieure. Et de toute façon, là on y vient. L'Inner World ou le Wonderland. Bon, Wonderland, si je me trompe pas, c'est le pays des merveilles, un truc comme ça. Et l'Inner World, c'est le monde intérieur. Alors moi, personnellement, je préfère utiliser le terme monde intérieur, mais chacun, évidemment, sa sauce et son vocabulaire. Je le répète. Donc, ceci, c'est donc un monde, un lieu imaginaire, créé de toutes pièces où alors vit là où les tulpes d'ailleurs. Si le lieu existe, c'est là où doit aller l'hôte s'il veut interagir avec sa tulpa mentalement. Un Wonderland peut être un espace défini où est imaginé un décor, une maison au bord d'un lac par exemple. Mais peut aussi ne pas exister du tout. Dans ce cas, il est remplacé par un espace vide ou flou où ne se trouve que la tulpa. Ce lieu est souvent considéré comme de nature psychologique ou bien métaphysique, par les adeptes du voyage astral par exemple. Donc voilà, je vous parlerai bien évidemment de mon monde intérieur, même si on a du mal à le visualiser en soi, enfin, à part une pièce en particulier, mais voilà. Ensuite, on a le daemon. Je ne sais jamais si c'est daemon, le AE, ou si c'est vraiment daemon. Moi, je vais dire daemon, en bon français que je suis. Après, sinon, en français, ça veut dire justement le familier. En tout cas, c'est comme ça qu'ils le traduisent. C'est une personnification de l'inconscient d'une personne disposant d'une certaine autonomie et souvent sous la forme d'un animal. Contrairement aux Daemons de His Dark Materials, désolé pour mon anglais de merde, ce ne sont pas des entités physiques et considérées comme purement psychologiques par nature. Les Daemons sont à différencier des tulpes, par là même que l'hôte ne les considère pas comme étant d'eux, mais comme étant une partie d'eux. Donc en gros, même si je n'ai pas d'animaux en tant que tulpes, on pourrait dire que effectivement mes tulpes à moi sont plus des daemons. Parce que concrètement, on se voit tous plus ou moins comme des parties d'une même personne qui aurait pris une conscience à part entière. Vaste question. Du coup, il y a le démonisme, bien évidemment, du coup, donc la pratique de créer, donc entre guillemets, des démons, inspiré par le daimon de Socrate, des recherches de Jung et des daimons de Philip Pullman dans son œuvre His Dark Materials, toujours. Les personnes qui s'engagent dans le démonisme sont nommées donc les daimians, qui est donc un terme anglophone, vous l'aurez compris à ma prononciation de merde. Ce qui est terrible, c'est que dans la tulpamancie, c'est qu'effectivement c'est quelque chose qui est très récent, on va dire, dans le monde occidental francophone, ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de termes en français. Donc là, par exemple, les 3 prochains mots sont aussi en anglais. Donc je suis fortement désolé de ma prononciation merdique. Soulbound, une entité qui endosse l'identité d'un personnage fictionnel d'une œuvre, tout en sortant du cadre à proprement parler de l'œuvre en question. Ah ben, du coup, c'est ce qu'on appelle un fictif. On va dire en français pour le coup. Cela peut être le cas des tulpes lorsqu'elles sont créées à partir d'une œuvre connue. Exemple, personnage de Disney. Alors, MLP, je sais pas. Film, je sais pas non plus. Ok, bon, bref. Disney, Marvel, ou un film un peu plus... un peu mieux, quoi. Cela se produit aussi chez les écrivains ou scénaristes qui décrivent des personnages qui prennent vie ou font avancer l'histoire à leur façon. Cette pratique reste toutefois déconseillée lors de la création d'une tulpa car cela nuit au développement psychique de celle-ci. La tulpa ne pouvant faire la différence entre son identité propre et celle de l'œuvre fictive. Effectivement, comme je le disais, on pourrait s'imaginer avoir un personnage que Matt Damon a pu avoir dans un film. On se dit trop cool, je vais essayer d'avoir celui-là. Et finalement, là, le tulpa soit va dire ok, je suis comme ça, c'est cool, soit va dire bah non, en fait, je suis pas du tout comme ça en fait. Donc on peut commencer à essayer de faire ça,
mais après il faut écouter tout simplement sa tulpa. Voilà. Ensuite on a le splitting, donc la séparation. C'est donc l'acte de séparer une conscience en plusieurs parties distinctes. Ce processus induit souvent un changement dans la personnalité des entités créées par cette séparation qui deviennent distinctes de la conscience source. La plupart du temps, ces séparations sont produites par un trauma, mais peuvent être aussi induites volontairement. Donc là, si je comprends bien, si j'ai bien compris en tout cas, c'est le fait que par exemple un tulpa ou même l'autre, lui-même, va se scinder en deux personnes, tout simplement. Ces deux nouvelles personnes du coup auront leur propre caractère, façon de parler, façon de faire, etc. Voilà. Ce qui est plus ou moins intéressant, et il me semble que il y a eu ce fait chez nous, mais je ne me souviens plus. C'est que du coup il a dû se redéfaire, c'est-à-dire qu'il y a dû avoir une fusion entre temps. Mais après, évidemment, en tout cas chez nous, c'est vraiment selon la situation, le contexte, on va dire situationnel. Ouais, je pense que ça peut se dire. De comment on va évoluer. Voilà. Parce que pour le moment, c'est vrai que ça fait qu'1 an, c'est très jeune hein, en termes de tulpamancie, je pense. Bien que selon les personnes, je pense que ça peut aller autant très vite que pas du tout, ou moyennement vite. Nous, je pense qu'on est dans le moyennement vite. Et le concept, c'est effectivement que il va y avoir des pseudo, comment dire, des amis imaginaires qui vont arriver selon une situation et qui soit vont rester et vont vraiment prendre conscience, soit vont disparaître. Voilà, tout simplement. Et donc on arrive au dernier terme du vocabulaire que j'ai pu prendre, c'est le walk-in. Donc ça, c'est une entité qui apparaît dans la conscience d'un seul coup et qui est complètement formée. Elle peut être fictive ou non. Les walk-in peuvent demeurer dans la conscience de l'autre ou bien disparaître selon leur bon vouloir, sans laisser de traces et revenir plus tard. Les explications de ce phénomène peuvent être psychologiques ou métaphysiques, selon à qui vous vous adressez, bien évidemment. Donc voilà, ça c'est la base, concrètement, de la tulpamancie. Donc n'hésitez pas effectivement à dire ou à poser vos petites questions si jamais vous avez quelque chose que vous n'avez pas trop bien compris. Sachant que moi, c'est vrai que selon rien que dans le vocabulaire, effectivement, j'ai un peu parlé de ma propre tulpamancie, etc. J'aime bien effectivement m'envoler lyriquement à parler de ça et si. Donc effectivement, ça peut être un peu complicado aussi. Voilà. Ensuite, on va parler donc de ma tulpamancie. Alors, par détruchement, comment dire, par divers truchements, voilà. Voilà, il y a des trucs qui se sont passés dans ma vie il y a 1 an ou 2, qui ont fait que alors, des personnages déjà que j'avais créés il y a fort longtemps me sont revenus en tête et ont pris vie. Voilà, enfin, je les ai laissés prendre vie. C'est justement la nuance qu'il y a entre, pour moi, le TDI et la tulpamancie, c'est que je les ai laissés prendre vie, alors que un TDI, c'est hop, j'arrive. Je te laisse pas le choix. Mais effectivement, là, ça s'est fait vraiment petit à petit. Et donc au tout début, donc je vais vous présenter un petit peu tout ce beau monde. Surtout que j'ai souvent ce qui se fait avec les tulpamancies ou même les TDI. Hein, d'ailleurs, là pour le coup, les pratiques sont les mêmes. Pour le coup, c'est souvent, par exemple, depuis que Discord est apparu, il existe des bots pour faire des personnages, on va dire. Donc il y a Pluralkit notamment, où effectivement on peut créer un personnage. Où ça sera marqué bot, donc effectivement c'est Pluralkit qui crée le message avec, on va dire, le pseudo du personnage et une photo qu'on aura effectivement paramétrée via le bot. Bon, je vous passe les détails bien évidemment, mais concrètement,
avec un seul compte, vous pouvez avoir effectivement plusieurs, on va dire, personas dans votre poche. Et concrètement, ça peut être super pratique pour les personnes à multiplicité qui peuvent donc créer les bots de leurs autres personnalités et donc créer tout simplement un serveur privé dans lequel ils vont pouvoir discuter, avoir leur petit endroit où poser des mots, etc. Et pour pouvoir discuter entre eux. Ça peut aussi beaucoup se faire effectivement chez les TDI pour quand il y a beaucoup de dissociation et qu'il y a des pertes de mémoire selon qui est au front, ça permettrait par exemple que cette personne-là, qui va être au front, pose un résumé de ce qu'elle a fait, etc. Sur le serveur avec son bot. Voilà. Et dès que du coup le switch se refait sur l'autre par exemple, l'autre va pouvoir lire ce qu'elle a fait en fait. Comme ça, la mémoire, il l'aura. Voilà. Genre, il l'a pas vécu, mais la personnalité, l'entité lui a dit bon bah voilà, j'ai fait ça, j'étais au front donc j'ai fait ça. Donc au tout début de Ma Tulpamancie, il y a eu Edlantine Lumière. Alors, c'est là où effectivement vous allez un petit peu, pour ceux qui me suivent un petit peu depuis pas mal de temps, vous allez votre crainte va exploser. Non, c'est faux, c'est faux. Restez, tout va bien se passer. Au début, donc, il y a eu Edlantine Lumiera, dite la Blanche, ou Blanche, tout court. Et ensuite, il y a eu Ertoine Lumiera. Alors, je sais pas, pour ceux qui me suivent, effectivement, pour un certain jeu, si vous allez vous souvenir de ce que j'avais dit par rapport à ce jeu, etc. Ces deux personnages, enfin, oui, en soit, à la base, c'était des personnages. Quand j'étais plus jeune, j'avais inventé un monde. C'est là où il y en a qui vont tilter. J'avais donc créé Algaria. Un monde fictif où effectivement ce seraient des survivants de l'Atlantide qui seraient, grâce à leur technologie, partis de la planète avant la catastrophe qu'a connue Atlantide et qui auraient trouvé une planète sur laquelle tout simplement reprendre de là où ils s'en étaient arrêtés, quoi, tout simplement, de recommencer leur vie. Et donc, quand j'ai décidé de laisser de me créer des tulpas, évidemment, c'est eux qui sont apparus en premier. C'est à eux que j'ai pensé de suite, genre, ok, c'est eux que j'ai envie de créer. Ensuite, il y a eu Miss Camélia. Donc l'idée de drag queen a commencé à prendre vie, comme la part psychologue, mais aussi fêtard. Voilà, donc concrètement, finalement, mon drag est devenu une tulpa. Voilà, donc il y a Miss Camélia, et dans le même temps, pour le coup, il y a eu Mister Liseron, donc moi. Alors, il y a eu un petit moment de flottement où je savais pas trop si c'était moi l'autre ou si j'étais effectivement un tulpa à part entière et que l'autre en fait soit se cachait, soit effectivement avait, on va dire, disparu. Enfin, c'était disloqué un petit peu entre tous. Mais finalement, non, c'est Mister Liseron, c'est moi l'autre. C'est moi qui ai géré. Merci Wizbot, la tulpichenette, n'hésitez pas. Donc voilà, au départ, il y a eu Edlantine et Ertoine. Et ensuite, il y a eu Mister Liseron et Miss Camélia. Forcément, c'est venu naturellement dans le sens où Ertoine et Edlantine, je les avais déjà pensés quand j'étais plus jeune. Ensuite, Mister Liseron et Miss Camélia, c'est arrivé parce que c'était au moment où je commençais à être ultra passionné par le vintage et que je voulais aussi faire, et que je commençais d'ailleurs mon drag. Donc forcément, naturellement, ces 4 personnages sont arrivés. Enfin, je dis personnage, mais vous me comprenez, hein, quand je dis personnage, c'est pas forcément fictif. Puisque du coup, maintenant, ils existent. Alors, sauf Edlantine Lumiera, mais bon, on y reviendra. Ensuite, à ces principaux éclats, donc, quand je dis éclats, maintenant, à partir de maintenant, je vais justement les appeler des éclats. Pourquoi les éclats? Parce que j'ai cette métaphore que le corps est un diamant. Le cerveau est un diamant. Et en fait, ce diamant va réfracter
plusieurs éclats, qui sont donc effectivement Edlantine, Ertoine, Miss Camélia, Mister Liseron, etc. Donc du coup, c'est pour ça qu'on s'appelle le joyau uni. Voilà, pour notre monde intérieur, on va dire, notre petite famille interne, s'appelle tout simplement le joyau uni, parce qu'on est plusieurs éclats de diamants. Voilà. Notez d'ailleurs, on va dire, l'humilité que nous avons à nous appeler diamant. Bref. Généralement, on dit rarement le diamant, parce que effectivement, diamant, ça fait très luxueux. Alors que joyau uni, joyau, c'est plus général. Ça peut être effectivement un grenat, par exemple. Donc bon. Ensuite, à ces principaux donc, éclats, sont venus Elébor, comme la plante qui rend fou. Sachant qu'aujourd'hui, du coup, Elébor est devenu Léandre, tout simplement. C'est l'enfant intérieur, tout simplement. Alors, à la base, Léandre, l'enfant intérieur, gardait littéralement tout ce qui a été dépression, traumatisme, et tout ce qui était angoisse et stress. Depuis récemment, alléluia, c'est vraiment moi, Mister Liseron, qui ai repris tout ça et qui doit gérer tout ça. Voilà. Et l'enfant intérieur, on le laisse jouer, c'est un enfant. Ensuite, pour faire la paire, il y a eu Féanne. Féanne qui est d'ailleurs un nom de la langue algar, puisque du coup, avec Ertoine, on crée quand même la langue algar. C'est très pratique d'avoir un personnage et de se dire oh, mais on va pouvoir vraiment créer Algaria, c'est génial. Après, j'ai toujours envie de me dire, je sais pas vous, mais moi je suis toujours ouvert au paranormal, à l'ésotérisme, etc. Ce qui fait que si j'ai réussi à penser Ertoine aussi nettement que ce qu'il est maintenant, et donc même à penser clairement comment était Algaria, le royaume, je me dis, mais peut-être que ça a vraiment existé, peut-être que ça existe vraiment, que ce soit dans un monde parallèle ou à l'autre bout de l'univers. Genre, on n'a pas vu, on ne sait pas, peut-être. Que vous me disiez effectivement que je sois fou, il n'y a pas de souci, mais je suis fou et je suis fier de l'être. Mais du moment que j'emmerde personne avec ça, moi j'ai envie de vous en parler, bien évidemment. Donc libre à vous de m'écouter ou pas d'ailleurs. De toute façon, après on partira de toute façon sur autre chose, vous inquiétez pas. Enfin, vous inquiétez pas. D'ailleurs, pour YouTube, moi je ne garderai effectivement que la partie tulpa parce que je trouve que c'est plus intéressant de partager ce moment effectivement de talk show où j'explique vraiment toute ma pratique sur la tulpamancie que les jeux. Voilà. En même temps, mon nouveau YouTube, Mister Liseron, est vraiment plus axé sur du podcast, de la littérature, etc. Donc, nous avons, en tout cas aujourd'hui, Ertoine, Miss Camélia, Mister Liseron, Elébor qui est devenu Léandre, Féanne, le feu intérieur, donc je disais, c'est le feu intérieur, donc c'est tout ce qui va être la sexualité, la passion ardente et la colère, donc voilà, tout ce genre d'émotions en fait, et qui est calqué, qui a, on va dire, il est un peu basé sur Calcifer, le feu intérieur de Haoru dans le château ambulant. Voilà, pour ceux qui connaissent. Et c'est le seul de nous tous, de tous les éclats, qui a sa voix mentale dans ma tête. En fait, je dirais il y a 2 ans du coup, un petit peu avant que je décide de ces éclats-là, de la création, de les laisser venir. Concrètement, Féanne me parlait déjà. Commençait à me parler en fait. C'est-à-dire que j'ai une petite voix dans ma tête. Je pense qu'on a tous de toute façon une petite voix dans sa tête, qu'on en soit conscient ou pas, qui effectivement me parlait. Et petit à petit, en fait, elle a pris la voix de Calcifer. Vraiment, je vous jure que c'est vraiment la voix de Calcifer. Nyeh. Voilà. Et effectivement, qui avait des propos un petit peu tendancieux, etc. Et pouvait effectivement injurier intérieurement des gens, etc. Alors que, en vrai, dans ma tête, non, je m'en fous un peu. Genre, non, mais vas-y, laisse-les, ça va. On a autre chose à faire, quoi. Et à ce beau monde,
c'est rajouté donc, là je parle vraiment pour la naissance des éclats, après il y en a eu un autre, mais on y arrivera. Il y a eu Asamaro Yoshisa. Alors Asamaro Yoshisa a une histoire rocambolesque. Donc c'est la part spirituelle et religieuse, donc c'est mon côté zen et shinto, qui deviendra plus tard Kokoro, voilà, donc non-binaire, non-genré, puis Nasake, plus féminine, et pour finir, qui deviendra Kanzeon, comme la divinité effectivement de la compassion. Mais j'aime en fait avoir cela, c'est-à-dire que je pourrais croiser une autre personne, moi personnellement, qui pourrait effectivement se dire, ou dire tout simplement, pas se dire, qui pourrait dire tout simplement qu'elle elle a une tulpa de la divinité de la compassion. Je serais là, ok, bah moi aussi, let's go, c'est trop bien. Parce que pour moi, une divinité, c'est tout simplement la personnification d'un idéal. Donc là, par exemple, Kanzeon, ou Guanyin en chinois, ou Chenrezig en tibétain, ou Avalokiteshvara en Inde, en indien, en hindou plutôt, enfin indien du coup aussi ça marche aussi, bref. Du coup je sais plus ce que je veux dire. Donc oui, donc Kanzeon, moi je préfère à la japonaise, c'est tout simplement la personnification de la compassion et de la miséricorde. Tout simplement. On a créé, on va dire, un personnage déjà, avec des légendes, etc., pour véhiculer tout simplement l'idée de la compassion et de la miséricorde. Voilà, pour dire, soit ne soyez pas comme celui-ci, soit soyez comme cela, quoi. Concrètement. Pour moi, c'est un petit peu ça, ma vision de la divinité. Bien sûr, chacun sa vision de la divinité. Évidemment, je respecte toutes les visions de chacun. Donc, c'est vrai que par X situation qu'il y a eu il y a un an, Asamaro Yoshisa restait Asamaro Yoshisa et a extrêmement eu du mal à s'affirmer comme elle l'était finalement, Kanzeon. Voilà. J'en dirai pas plus, mais voilà. Donc autour de ce noyau fixe de personnes, des idées personnifiées, eh bien, il va y avoir... Pardon. Parce que en même temps, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un serveur sur Discord privé. Pour le coup, il n'y a personne d'autre que moi, et donc forcément les bots, mais nous, hein, concrètement. Alors, suivez un peu, bref. Et j'ai fait plusieurs catégories. J'ai fait le journal du diamant, dans le sens où j'ai fait la présentation déjà du joyau uni. Voilà. Après, j'ai fait ça dans le sens où si j'ai des amis, genre, je peux leur faire confiance à 1 milliard de %, ils pourront venir effectivement converser effectivement avec les différents tulpas, moi-même, et lire tout ça en fait. Donc du coup, j'ai fait une présentation du journal. J'ai raconté les prémices, donc comment ça s'est passé, que je ne vous montrerai pas. J'ai pas forcément envie de le dire parce que bon, ça raviverait une flamme conflictuelle que j'ai pas envie de raviver. Franchement, c'est passé. Voilà, c'est passé. On ne peut pas le réécrire. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et effectivement, là, on est à la naissance des éclats. Et donc, autour de, c'est déjà 6, je crois. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Puisque Edlantine, en fait, après une certaine situation, on s'est rendu compte que Edlantine, c'était du puppeting. Si vous avez suivi. Après, pour ceux qui arrivent en cours de route, eh bien, le puppeting, c'est tout simplement de faire la marionnette. C'est-à-dire qu'on va faire du puppeting et du parroting. Donc, on va faire parler, on va faire bouger cette personne-là. Donc, on va croire on pourrait presque croire effectivement que cette personne est réelle, sauf que non. Et donc, on s'est rendu compte que Edlantine, c'était vraiment ça. C'était une marionnette qu'on faisait parler. Donc, concrètement, il n'est resté plus que Ertoine. Voilà. Donc, je répète, juste, je résume. À la naissance des éclats, il y a eu donc Ertoine,
le sorcier mage et seigneur Algar, Féane, le feu intérieur, Léandre, l'enfant intérieur, Miss Camélia, qui est donc la part féminine, chanteuse, danseuse, comédienne, dame des années folles, Mr. Liseron, l'écrivain littérateur, poète et monsieur des années folles, et Asamaro, Yoshisa, Kokoro, Nasake, Kanzeon. Vous inquiétez pas, je dirai juste Kanzeon maintenant. La, entre guillemets, divinité intérieure, Shinto Zen. Alors bien sûr, il a fallu fédérer. Voilà, c'est-à-dire que, ok, on a tout ce genre, tous ces gens-là. On est tous là. À un moment, il va falloir gérer tout ça. Tout ce beau monde. Parce que chacun a ses envies, bien évidemment, chacun a ses besoins, et ben, c'est pas forcément les mêmes. Et c'est là où on s'est dit que ce serait intéressant de faire, on va dire, une caste. Alors, ça nous amuse plus que ce que c'est vraiment en pratique, hein, je vous rassure. Il n'y a pas de despotisme là-dedans. Mais au dernier demeurant, alors je sais pas si je l'ai peut-être sur Canva, la dernière version justement de la fédération. Oui. Mais est-ce que je peux changer au moins une image? Parce que c'est Féane. Je vais le dire comme ça, c'est Féane qui a apprécié se mettre une autre... bref. Hop là. Donc nous avons... Alors est-ce que je vais pouvoir aller dans... Scène de jeu cheminée. C'est cela. Et hop là. Donc je sais pas si vous le voyez. Normalement oui. Tout simplement. Mais non, je voulais le retour. Ah, diantre. Oui, c'est bon, vous l'avez. Formidable. Donc, bah déjà, comme ça, en même temps, vous allez voir à quoi ressemble tout simplement. Parce que concrètement, ils se sont choisis des idées d'images des images idées, on va dire, qui leur ressemblent le plus. C'est-à-dire que pour certains et certaines, il a fallu 2 heures de recherche sur Pinterest, je vous assure, pour trouver la bonne image qui les représente le plus. Donc pour Ertuan, voici à quoi il pourrait ressembler s'il était dans la vraie vie. Voilà, tout simplement. Ensuite, bah, y a moi, hein, Mister Liseron. Et oui, effectivement, il peut y avoir des coupes. Voilà, mais... Bon, après ça c'est intime, donc j'irai pas plus, mais voilà. Ensuite, nous avons donc Miss Camélia. Donc ça, c'est les éclats, on va dire, dits primaires. On a essayé de faire vraiment par rapport aussi à la chronologie, dans le sens où, primordialement, il y a eu moi et Ertuan, et Miss Camélia qui commençait à poindre. Ensuite, nous avons les ressentis purs, ce qui est arrivé après, vis-à-vis de certaines situations où le feu intérieur et l'enfant intérieur, hop, voilà. Alors non, du coup, hop, c'est plus d'actualité, c'est plus autre chose, mais bon. Et ensuite, lui est arrivé bien après, hein, pour une situation un peu plus récente, et donc nous avons Kanzeon. Vesperal, on va en parler, ne vous inquiétez pas, mais c'est somme toute un peu plus tard. Donc, voici tout simplement les éclats du joyau uni. Avec Seigneur, Duc, Duchesse, on a aimé faire ça en vrai. C'est vraiment plus de... Pour le coup, là, c'est un peu entre guillemets jeu de rôle. On s'est fait ça, histoire de se fédérer hein, concrètement sur quelque chose d'un peu tranquille, on va dire. Pas se prendre trop au sérieux. Sachant que chacun, effectivement, a un élément. Donc c'est la terre pour Ertuan, le bois pour moi, parce qu'en même temps, le bois dans le sens où, réellement, dans les signes astrologiques chinois, le bois, c'est mon élément. Donc voilà. Miss Camélia, c'est le métal, bah, les bijoux, etc. Bien évidemment. Le feu pour Féane, vu que c'est le feu intérieur. L'eau pour l'enfant intérieur. Le vide pour Vespéral. Et Kanzeon, c'est l'air ou l'éther. Donc, c'est un bon aperçu de tout cela. Non, raté, je me suis trompé. Hop, c'est ici. D'ailleurs, je me le laisse ouvert parce que du coup, je ne l'ai pas mis à jour. Sachant que
certes, il faut aussi fédérer, mais il faut aussi du coup donner quelques règles de savoir-vivre. Et je vous jure qu'on l'a fait. Bah allez, je vais vous le montrer aussi tant qu'à faire. Hop. Donc on a fait les accords tacites, la cohésion du cristal du joyau du coup. Hein. Ouais, on l'a mis aussi en forme, bah, on a fait quand même ça bien hein, quand même. Donc, article numéro 1, le joyau uni est le rassemblement de plusieurs éclats du diamant. Comme ça fédère, genre, on est un diamant et c'est le rassemblement de plusieurs éclats. Voilà. 2, il est obligé d'une co-conscience, donc le confront comme je le disais, perpétuel entre au moins 2 éclats afin d'éviter les pertes de mémoire ou d'éviter tous les conflits. Ça, c'est vraiment une règle qui a été tacite, qui a vraiment été entérinée directement. On n'a pas envie de perdre de mémoire, on n'a pas envie de conflit, on n'a pas envie de se... La situation actuelle est déjà assez compliquée comme ça, dans notre vie actuelle. On s'est dit, on va pas se rajouter ça. Ceci dit, après, essayer... On est en train de se dire que pourquoi pas essayer effectivement que quelqu'un prenne la possession entièrement. Mais, tout doux. Article 3, l'entraide entre éclats y est obligatoire. Ça, c'est vraiment quelque chose... après, c'est Ertwan qui a fait surtout tout ça, puisque vu qu'il est censé être seigneur du monde intérieur, eh bien, tout simplement, c'était un petit peu à lui de faire un petit peu l'administrateur. Donc, c'est un peu lui qui a fait ça. L'article 4 et 4 points, du coup. Donc, c'est toute règle devra être discutée et votée à l'unanimité et écrite maintes fois jusqu'à ce que cette dernière soit votée par tous les membres du diamant. Et tout éclat ne voulant pas participer à l'élaboration des règles et laisser la parole aux autres est accepté au préalable de son aval. Donc par exemple, si quelqu'un veut rajouter une règle à ses accords, ou aux autres du coup, eh bien, il faudra soit qu'ils disent non mais allez-y, moi je m'abstiens, mais du coup, allez-y si vous voulez, quoi. Ça me dérangera pas. Mais effectivement, si ça dérange quelqu'un, il va falloir réécrire la règle pour qu'elle soit acceptée par tous les éclats. Voilà. Il faut quand même des petites règles. Ensuite, l'article 5, c'est le bon fonctionnement du diamant doit être le point commun et l'intérêt principal de tous les éclats. La survie d'un éclat dépend de tous les autres éclats, le diamant étant indivisible. C'est-à-dire qu'on est un diamant, donc un cerveau, qui réfracte plusieurs, effectivement, personnalités, entités. Jusque-là, c'est logique. Donc, évidemment que si un éclat devient dépressif et suicidaire, on va lui porter extrême attention. Dans le sens où, déjà, ça ne se fait... Enfin, c'est pas que ça ne se fait pas, mais c'est juste que... Enfin, c'est ok, hein, bien évidemment. Mais c'est juste que ça veut dire qu'il a extrêmement besoin de nous. Et de notre soutien. Mais concrètement, le bon fonctionnement, la santé physique et morale du diamant est effectivement primordial. Les éclats émotionnels doivent demander, ceci dit, une permission avant de prendre la co-conscience lorsque le diamant sera à l'extérieur du cadre intime et privé du joyau uni. Ça, c'est souvent, effectivement, au départ de la vie, on va dire, des éclats dits émotionnels, c'était compliqué dans le sens où toute situation et tout ressenti, tout ce qui était ressenti par le corps, propulsait un des éclats émotionnels sur le devant de la scène, sans qu'on puisse le contrôler. Aujourd'hui, on arrive un peu mieux à comprendre comment ça ne peut ne pas arriver. On évite, voilà. On arrive à éviter le pire du coup. Parce que vraiment, si par exemple il y a une situation de stress énorme, eh bien, c'est un peu tendax. Donc, voilà. Je sais plus ce que je disais, mais voilà. Par rapport effectivement à la co-conscience, on évite que les éclats émotionnels, quand justement l'émotion qu'ils reflètent est d'actualité dans le contexte, on arrive maintenant à faire en sorte qu'ils puissent rester un petit peu à l'écart, ou en tout cas qu'il y ait une autre tulpa, un autre éclat qui puisse être avec eux pour gérer la situation au mieux. Voilà. Et ensuite l'article 6, article 6, pardon, tout éclat dérogeant à ces articles pourra se voir banni de co-conscience durant une période variant de 3
mois à 1 an minimum selon la gravité de l'infraction. Et il fallait quand même mettre une petite punition au cas où. Hein. Et donc cette constitution doit être lue, approuvée et signée par tous les éclats, sans exception. Après, on en a une autre, concrètement, mais elle est personnelle. Voilà, concrètement, on est tellement aigri, je pense, dans nos déboires sentimentaux, qu'on a fait un contrat des droits et devoirs sentimentaux et physiologiques. Voilà, avec beaucoup d'articles, mais bon, c'est vraiment pour protéger concrètement le diamant, si jamais on a le cœur brisé, ou voilà, que nos relations ne soient pas superficielles. Ça, on n'a pas envie. Puis on n'en a pas forcément, on n'en ressent pas forcément le besoin. Mais bon, ça c'est somme toute personnel. Et donc, le monde métaphorique. Nous, on appelle ça comme ça. On aime bien un peu plutôt utiliser ce genre de terme plutôt que Inner ou Underworld. Déjà parce qu'on est francophone, terre de lettres, mais aussi parce que on est très nul en anglais de toute façon. Donc, monde métaphorique ou monde intérieur, on préfère. Voilà. Donc, en gros, le monde métaphorique, c'est un grand palais. Voilà. Je sais, on n'a pas d'image, c'est ça qui est dommage là. Mais si je suis bête, on va avoir des images, mais dans le royaume Algar, tout simplement. Alors. Non, il ne va pas y avoir réellement. Bah, c'est bête. Pour ceux qui me suivent concrètement sur Minecraft, imaginez-vous, bon, pas en cube, bien évidemment, mais imaginez-vous le palais, on va dire, Algar que je crée sur Minecraft. Pour ceux de YouTube, effectivement, qui ne viendraient pas sur Twitch quand je fais du Minecraft, mais n'hésitez pas. N'hésitez pas à venir voir. Je vous le montrerai, il n'y a pas de souci. Puisqu'effectivement, le monde Algar, en fait, finalement, c'est un peu le monde intérieur. Sauf que dans le monde intérieur, on n'a pas assez d'énergie pour générer tous les bâtiments. Donc, concrètement, dans le monde intérieur, c'est une grande prairie en herbé, avec un grand palais au milieu. Il y a un petit peu à l'opposé à quelques kilomètres, on va dire, un grand temple japonais. Bah, ça c'est pour Kanzeon, hein, bien évidemment. Donc effectivement, dans le palais, il y a des salles vides où on pourrait créer des choses. On a une grande bibliothèque dans laquelle effectivement il y a une sorte de grande sphère en cristal qui permet en fait d'être en cofront, en fait, d'être en co-conscience, tout simplement. Donc tous les bouquins de la bibliothèque, c'est des bouquins, des souvenirs, des apprentissages, etc. Et effectivement, ben, chacun a sa petite chambre, etc. Ensuite, effectivement, il y a simplement le temple shintoïste de Kanzeon, qui garde l'entrée d'une terre creuse dans laquelle Vesperal, Tenebris Ignatus, enfin du coup c'est l'inverse, Vesperal Ignatus Tenebris vit dans son royaume des ténèbres. Mais on va y revenir, vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Bah en fait, on va pouvoir y venir de suite. Tout simplement. Alors, est-ce que je vais pouvoir vous les présenter directement ici? Je pense que oui. Je vais prendre image. Par contre, ça va me les montrer en très très grand, mais c'est pas grave. Joyau uni, c'est là. Voilà, on s'est fait des cartes d'identité. Ah mince, j'avais oublié que Féan avait fait sa carte d'identité lui-même. Et que Léandre avait pas la même tronche maintenant. Il y a des cartes d'identité qui sont pas d'actualité. Oupsie. D'ailleurs, ça, je peux le virer. Hop. Ah mince. Bon. Ah bah c'est bon. Bah, je vais vous le montrer directement via effectivement notre Discord. On va faire ça. Ah je vous jure, bon bah vous aurez la tête de Féan quand il est dans ses mauvais jours.
concrètement. C'est un peu à ça que ça ressemble à l'intérieur de nous. Et là, vous vous posez tout un milliard de questions. Genre, oh là là. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire là? Nom de Zeus. Hop là. Bon, il y a des petites infos un peu personnelles de chacun, mais rien de trop grave, vous inquiétez pas. Donc, on va commencer par Ertoine, ensuite Liseron, ensuite Léandre. Non. Voilà, tac, 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 et c'est bon. Parfait. Donc, on va retourner tranquillement sur celui-ci, et c'est parti. Nous avons Ertoine Lomiera, donc c'est une autre photo que vous avez là. Oui, là je devrais, puisque Ertoine serait descendant à Atlante, enfin, l'histoire Algar est très bien étoffée déjà, mais je vais peut-être pas vous la faire là. Peut-être effectivement que je ferai un talk show directement pour notre monde, on va dire, métaphorique Algar. Donc voici donc Ertoine Lumiara, seigneur du joyau uni, donc aussi Algar. Hein. Donc c'est lui qui contrôle et organise les événements et les autres instances. Il aime céder de la divination, c'est vraiment lui le côté divination et cartomancie hein, pour le coup. Il aime les vieux grimoires et les ermitages boisés. C'est le seigneur donc du royaume Algar et un des descendants des Atlantes. Et il y a eu beaucoup de déboires qui l'ont conduit dans ce diamant. Il aime bien dire ça, c'est terrible. Mais c'est vrai qu'on est toujours ouvert à ce que, bah, finalement, peut-être que ça existe. Est-ce qu'on invente vraiment les choses? Ou est-ce ne serait-ce que des bribes de vie passée? Donc bon. Attends. Lisande. Mazette. Liseron de la Lyrine. On aime beaucoup, effectivement, ce nom de famille un petit peu pompeux. Mais on fait genre avec Miss Camélia que on vient d'une famille un petit peu pompeuse et qu'on est devenu... on est passé au rang d'ouvrier, la classe moyenne, machin. Bref. L'hôte, tout simplement, vous me connaissez, concrètement. Si vous venez régulièrement sur ma chaîne, vous me connaissez. Vous savez déjà la tête que j'ai. Donc littérateur et phraseur, j'aime beaucoup lire et écrire. Je suis très romantique, j'adore le romantisme. Et j'adore les années folles. Je suis un peu timide, même si on ne dirait pas comme ça. Et effectivement, bon là j'ai mis que je tiens le personnage drague de Miss Camélia parce que des personnes qu'on connaît, enfin de notre entourage, nous ont fait douter de la présence de Miss Camélia. Il faudrait que je change ça, effectivement. Faudra qu'on refasse un petit peu tout. Mais là, sur le coup, voilà. Je peux le dire de toute façon que concrètement, Miss Camélia, c'est comme ma sœur, hein, concrètement. De toute façon, c'est ce que je dis juste après. Hein. Donc bon. Ensuite, bon, ça je vais l'enlever. Donc, Camélia de la Lyrine, chanteuse et comédienne. Évidemment, elle a mon âge, hein, bien évidemment, puisque c'est un peu frère et sœur des Adelphes jumeaux. Et donc, l'histoire de Mister Liseron, c'est la partie femme, chanteuse et comédienne pour aller sur scène et être la garçonne des années folles, porter de belles robes, boire des cocktails et avoir des regards de cinéma hollywoodien des années 30. Genre les yeux qui s'ouvrent très grands avec juste la barre lumineuse qui souligne le regard. Ça c'est incroyable. Pourquoi il y a une lettre P là d'ailleurs? Je sais pas si vous avez remarqué, mais en haut à droite, il y a toujours un petit emoji qui représente en fait tout simplement la signature, on va dire, numérique de chaque tulpa. Donc concrètement, sur notre serveur, notamment pour la cohésion, hein, tout le contrat, pour un mieux vivre, on va dire, eh bien chacun signe avec son emoji. Voilà. Quand on devra un jour, si jamais il y a besoin de voter d'autres lois, tout simplement, pour notre cohésion, eh bien, à ce moment-là, chacun devra mettre sa petite patte, son petit emoji. Ensuite, nous avons Léandre, l'enfant intérieur, qui effectivement a environ 19 ans, 18-19 ans concrètement,
qui aime les câlins, les peluches, la lecture, les comédies musicales romantiques. Il n'a plus les traumas, donc on va pouvoir changer ça. Et effectivement, il n'aime pas du tout être abandonné, incompris, rejeté, et il est souvent au front à cause du stress concrètement. Et sinon, pour mon surnom pour les intimes peut être aussi Léonce. Il déteste désormais ce surnom. Je le dis de suite, il déteste. Enfin, il déteste. Non, il déteste pas, mais si on peut éviter, on évite, concrètement. Ensuite, nous avons Féane, dans ses mauvais jours, donc là. C'est le feu intérieur des passions et des colères. Mentalement, 25 ans, bien évidemment, mais 38 ans physiquement. C'est le démon intérieur, bien évidemment. Il est sans tabou, il aime le feu, il aime la sexualité, il est fêtard, il déteste la solitude, la tristesse et l'ennui, et il faut toujours faire quelque chose. PS, il ne faut pas le mettre en colère, effectivement. Et on se rend compte finalement aussi que dans mon enfance, enfin dans mon adolescence, plus ou moins, il était déjà là, entre guillemets, sans que je le sache vraiment. Et vraiment, personne ne sait comment je suis en colère. Personne n'arrive à vraiment me mettre en colère. Je peux un petit peu râler, etc. Mais bon, c'est pas grave. Par contre, il y a une personne dans ma vie, une seule, pour le moment, qui m'a mis dans une colère monstrueuse. Ça a failli en venir aux mains, je vous jure. Pour ceux, effectivement, qui me connaissent sur les lives, etc., on dirait pas comme ça hein, que je peux m'énerver. On dirait que je suis tout frêle, mais depuis Féane, hein, je pense que ça peut être pire. Mais ouais, faut pas le mettre en colère, le féfé. Et ensuite, nous avons Kanzeon, donc le Kami de la compassion et de la miséricorde. Évidemment, elle prend tout simplement, niveau cohérence, l'âge qu'elle pourrait avoir selon sa conception première, donc Avalokiteshvara. Donc c'est la divinité Shinto, ou plutôt un rayon de celle-ci qui a pris vie dans le mental du Shoyuni, qui aime la philosophie, la bienveillance, les gestes d'amour inconditionnel, et qui aime conseiller de temps à autre. Elle n'aime pas effectivement la violence et la colère. Donc j'ai envie de vous dire que quand Féane commence à se mettre en colère, elle fait la petite mère comme ça, en mode, non mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et il paraît que son calme est tel qu'il le rayonne au-delà du mental et apaise tous ceux et celles qui approchent le diamant. Et c'est vrai, pour le coup, qu'on a beaucoup de personnes dans notre entourage, quand elles font notre rencontre, etc., et au bout d'un moment, elles nous disent toujours, non mais en plus, c'est trop bien parce que quand t'es là, tu apaises, etc. Alors que, normalement, nous, on est ultra stressé de la vie, on est clairement pétrifié, oh c'est dur, du monde extérieur. Alors quand on nous dit ça, on se dit mais comment on peut apaiser alors que nous on est en stress total? Et en fait on s'est rendu compte que non, c'est totalement normal. C'est parce qu'il y a Kanzeon qui est là. Et que finalement c'est vraiment une divinité intérieure puisque elle joue vraiment son rôle d'essayer de nous apaiser. Au final nous on a du mal à s'apaiser, par contre ça apaise ceux qui nous entourent. Et bien évidemment je pense que c'est au cas par cas, mais en général on apaise les gens. Ça nous fascine toujours. Et donc récemment, nous avons un autre démon intérieur qui est apparu, Vesperal Ignatus Tenebris. Alors Vesperal, ça vient de la de Vespré, je crois, si je me trompe pas. Donc soit la Vêpre, soit la Vespré, qui veut dire la soirée, donc la nuit, quelque chose voilà de ténébreux. Tenebris, bon voilà, et Ignatus c'est le feu. Voilà, tout simplement. Sauf que là, c'est vraiment le feu, genre la cendre, la fumée du feu, hein, concrètement. D'où le Ignatus et pas Féane, par exemple. Donc, c'est effectivement une entité qui a été créée de tout ce qui a été renié et remisé par le Joyeux Uni. Qui, pour nous, est tabou, malheureusement. Encore. Et donc, on lui donne vraiment, de toute façon, comment dire, on lui donne sa vie, on va dire. Je sais pas comment expliquer, mais voilà, on le crée à chaque instant. Donc tout ce qui va être mélancolie, dépression, angoisse, c'est lui qui le prend et hop, il apparaît. Donc avant, c'était Ombre. Très clairement, il s'appelait Ombre.
C'était vraiment, on va dire, un screamer qui a popé un peu en disant non mais là ça suffit en fait. Le corps il en peut plus et je pense que concrètement avec tout ce que vous remisez intérieurement, il a dit stop et je suis le messager. Enfin du coup avant c'était la messagère mais du coup il est devenu le messager. Bon, il aime effectivement tout ce qui est un petit peu nocif à l'extrême. Et voilà. Je pense qu'il n'y a pas plus à dire, hein, voilà, pour le moment. Mais généralement, lui, effectivement, alors c'est pas qu'il est remisé, mais il est... comment dire, lui, généralement, il se retrouve surtout... du coup, je peux enlever l'image, en fait. Bref. Il arrive surtout quand vraiment ça explose, en fait, tout simplement. Voilà. Donc, une fois, ça a explosé. Maintenant, il est un peu apaisé, donc... il est dans la terre creuse du monde métaphorique. De toute façon, il aime pas trop. C'est-à-dire que s'il y a occasion de sortir, effectivement, de faire la fête, etc., il va y aller. Il sera là. Concrètement, je pense qu'il sera là. Le jour où ça arrive, il sera là. Je n'en doute pas. Il va même prendre possession, je pense. Mais je ne serai pas la même personne. Mais vous le verrez pas, ce sera pas en live. Enfin, j'espère pas. Mais mais effectivement, là, c'est pas qu'il est en dormance. C'est juste qu'il fait sa vie vraiment dans sa terre creuse, qui est l'entrée qui est gardée par le temple de Kanzeon, tout simplement. J'essaierai de faire une image, on va dire, pour décrire un petit peu comment c'est. Ça pourrait être un peu intéressant. C'est vrai que je n'y ai guère pensé. Ensuite, et fin finalement, puisqu'on arrive un petit peu vers la fin de ma présentation, ce qu'on a fait, en tout cas, c'est qu'on a créé par exemple un bureau psychologie, on va dire, où on va avoir mis le salon des compliments, c'est-à-dire que tous les compliments qu'on nous fait, même le plus petit, on va le noter, voilà. Histoire que quand ça va vraiment pas, on y retourne, ou un ou une tulpa vient et dit alors attends, ça va pas, viens, on va aller voir. Sachant qu'on a aussi du coup les pensées positives, c'est-à-dire que tout ce qui est pensée positive qu'on trouve sur internet, dans un bouquin, etc., eh bien on va le poser là, tout simplement. Et on a le salon des réussites. C'est-à-dire que la plus petite réussite qu'on arrive à faire, on va aussi la noter. Voilà. Je trouve que ça peut aider, on va dire, en tout cas, que ce soit pour un tulpamancien ou pour n'importe qui d'ailleurs. Hein. Je pense que ça peut être très utile d'avoir le salon des compliments, des pensées positives et un salon des réussites où vous pouvez effectivement y mettre tout ce que vous arrivez à faire, même que vous pensez être vraiment fier d'avoir fait. De toute façon, c'est pour vous. Normalement, personne n'est censé le regarder, sauf avec votre accord, bien évidemment. Donc ça peut être vraiment cool de faire ces petits comptes rendus et quand ça va vraiment pas, de se replonger là-dedans et d'être là en mode ah trop bien, j'avais oublié effectivement. Et du coup ça remet un petit peu d'aplomb, on va dire. Je pense que j'ai tout dit en tout cas pour la tulpamancie. Je sais pas si vous avez des questions. Si jamais vous avez des questions, bah, n'hésitez pas dans le chat à me les dire. Et pour vous, YouTube, n'hésitez pas d'ailleurs à le dire en commentaire. J'y répondrai avec grande joie. Et en tout cas, je suis extrêmement content d'avoir pu vous partager ceci. Ça fait quand même en plus quelques temps que j'ai envie, pourquoi pas, de faire une scène où effectivement je vous montrerai le Discord du serveur, parce qu'on a concrètement un salon où effectivement bah, on discute en fait, tout simplement, on s'écrit des messages et on discute quoi. On met ça par écrit. C'est toujours plus clair que d'essayer de se parler en même temps dans notre tête quoi. On a créé effectivement un salon pour s'écrire. Ça pourrait être rigolo de
de montrer l'écran et effectivement, vous posez des questions, on parle et effectivement, ben, les bots vous répondent. Enfin, les bots. Les bots qui représentent du coup les tulpas, via les tulpas, du coup, vont vous répondre. Sur ce, je pense que je peux finir la VOD pour YouTube ici par rapport aux tulpas. Je pense que 1h40 c'est pas mal comme VOD. J'espère que cette vidéo, donc pour les youtubeurs, vous aura plu. N'hésitez pas donc à poser vos questions en commentaire si jamais. Et donc, pour ceux qui sont dans le chat, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On se dit à la prochaine. N'hésitez pas effectivement à commenter, partager, liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Toi-même, tu sais si tu es sur YouTube. Et on se retrouve très très vite pour de nouveaux talk shows. Ciao!